Bienvenue à cet échange. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Alors ce groupe, fondé en 1960 autour de Raymond Queneau et François le Lyonnais, il se propose d'explorer les possibilités de la création littéraire en utilisant des contraintes formelles, qu'elles soient choisies ou inventées. Notre discussion, elle va s'appuyer sur les documents, les témoignages dont nous disposons sur ce mouvement et ses acteurs. La question centrale donc qui va structurer notre conversation, c'est celle-ci. Ces fameuses contraintes oulipiennes, est-ce qu'elles sont un véritable moteur pour l'imagination, un moyen de renouveler l'écriture en sortant un peu des chemins battus, comme une forme, on pourrait dire, paradoxale de libération? Ou bien, au contraire, est-ce qu'elle risque de réduire la littérature à une sorte de jeu intellectuel, une performance technique qui pourrait limiter la portée universelle de l'œuvre et même remettre en cause la figure traditionnelle de l'auteur? Alors je soutiendrai la première perspective. Pour moi, ces contraintes constituent vraiment une source puissante de libération créative et d'exploration des potentialités du langage. Pourquoi-t-elle ? Eh bien, elles soulèvent quand même des questions importantes et présentent des limites non négligeables sur la liberté réelle de l'auteur et sur la nature même de ce qu'on entend par création littéraire en fait. Bon, pour commencer, il faut peut-être rappeler que l'Oulipo se définit dès l'origine, non pas comme une école ou un mouvement littéraire figé, mais plutôt comme un ouvroir, un atelier. L'idée, selon les termes assez prudents de Queneau lui-même en 64, c'est de proposer des soutiens à l'inspiration ou une aide à la créativité. C'est donc une démarche pragmatique, très expérimentale, qui vise à comprendre la littérature en la faisant, en quelque sorte, en testant ses limites et ses possibles. Ce travail, comme l'a bien formalisé le Lyonnais, il s'organise en fait autour de deux pôles. D'abord, l'anoulipisme, qui consiste à analyser les contraintes utilisées par les écrivains du passé, vous savez, ces fameux plagiaires par anticipation que l'Oulipo aime bien débusquer avec humour. Et puis le saint-oulipisme, qui lui se consacre à l'invention de nouvelles structures, souvent d'inspiration mathématique, logique ou plus tard informatique. Fondamentalement, cette démarche, elle repose sur une conviction forte. Le sens naît aussi, et peut-être même surtout, de la forme. C'est en quelque sorte un prolongement actif d'une interrogation très moderne sur les pouvoirs créateurs du langage lui-même. Et loin d'être une pratique élitiste, confinée à un cercle restreint, l'Oulipo revendique une vertu que je qualifierais de démocratique. En explicitant les secrets de fabrication, comme ils disent, en partageant ses méthodes, ses contraintes, le groupe invite implicitement chacun à s'essayer à l'écriture. Même si, comme le note lucidement Hans Arche, la recette ne garantit évidemment pas la réussite, le talent personnel reste indispensable bien sûr, cette transparence démystifie l'acte créateur. Queneau, d'ailleurs, en choisissant la citation de Lautréamont, « La poésie doit être faite par tous, non par un », pour l'exergue de ses 100 000 milliards de poèmes, affirme clairement cette ambition. La fécondité de cette approche est, il me semble, assez incontestable quand on regarde les œuvres majeures qu'elle a pu engendrer. Prenez les exercices de style de Queneau, publiés bien avant la fondation officielle de l'Oulipo, mis tout à fait dans cet esprit. 99 variations stylistiques sur un incident trivial. Ça montre bien comment la forme façonne la perception et crée des réalités multiples. C'est une véritable poétique en action. Les 100 000 milliards de poèmes de 1960, ce livre-objet combinatoire illustre de manière assez spectaculaire le potentiel quasi infini de la poésie régulière. Et puis comment ne pas citer la disparition de Pérec en 69. Ce roman, écrit entièrement sans utiliser la lettre E, un lipogramme, donc ce n'est pas juste une prouesse technique, non. La contrainte y sert admirablement le propos. L'absence, le manque, le vide laissé par la disparition, on atteint là vraiment une adéquation parfaite des moyens à la fin, comme le disait Pérec. Enfin, la vie mode d'emploi, en 78, œuvre monumentale s'il en est, repose sur un cahier des charges extrêmement complexe, utilisant notamment des structures mathématiques comme le bicarré latin orthogonal et d'innombrables listes thématiques. Pour Pérec, loin d'être une entrave, cet échafaudage a fonctionné comme une formidable pompe à imagination. En somme, et comme l'exprime bien Jacques Roubaud, la contrainte n'est pas une prison, mais plutôt un principe,
un axiome librement choisi par l'écrivain pour structurer sa création, pour lutter contre le hasard pur ou les automatismes un peu paresseux de l'inspiration vague. C'est paradoxalement une voie vers une plus grande maîtrise et donc une plus grande liberté artistique. L'auteur olympien, pour reprendre cette célèbre image de Roubaud et Marcel Benabou, est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. Il choisit ses propres défis, en fait, pour mieux se dépasser. Oui, je comprends tout à fait cette fascination pour l'inventivité formelle et l'intelligence ludique de l'Oulipo, c'est certain. Cependant, cette approche soulève à mon sens des questions fondamentales qui méritent d'être examinées d'un peu plus près. D'abord, elle rend la notion même d'auteur pour le moins problématique, pour reprendre un terme qu'utilisaient les Oulipiens eux-mêmes. Italo Calvino, par exemple, qui fut membre correspondant du groupe, s'interrogeait explicitement sur la manière de, je cite, mettre en déroute la fonction de l'auteur. Cette idée, héritée du romantisme, d'un créateur unique, démiurge, garantissant l'authenticité et la profondeur d'une œuvre par son seul génie individuel. Jacques Roubaud lui-même, pourtant un pilier de l'Oulipo, avouait une certaine perplexité. « Ce que je vois le moins bien là-dedans, c'est auteur », dit-il. Alors, on peut légitimement craindre une forme de dépersonnalisation de l'auteur. En se soumettant à une règle externe, une structure préétablie, parfois très rigide et pouvant sembler arbitraire, pensons à certaines contraintes combinatoires ou algorithmiques, l'écrivain ne délègue-t-il pas une part essentielle de sa liberté de choix, de son intuition, de son expressivité propre ? La mise en avant systématique des procédés, des recettes, de ces secrets de fabrication révélés au grand jour, ne risque-t-elle pas de faire glisser la littérature du côté de l'exercice technique, de la performance intellectuelle ? On a souvent reproché au lipogramme, par exemple, d'être un tour de force gratuit, même si, c'est vrai, Pérec a su transcender cette critique. Mais le danger est réel. Privilégier la virtuosité formelle, le jeu savant, au détriment peut-être de la résonance émotionnelle, de l'exploration des profondeurs humaines, de ce qui touche plus universellement le lecteur, vous voyez ? Raymond Queneau, lui-même d'ailleurs, offrait un aperçu intéressant de cette tension dans ses entretiens avec Georges Charbonnier. Il décrivait sa méthode de construction romanesque comme extraordinairement planifiée, quasi mathématique, un plan détaillé, un quadrillage précis des chapitres, le nombre et le rythme d'apparition des personnages fixés à l'avance. Souvent après avoir laissé jaillir un début un peu plus en désordre. Il justifiait ce besoin impérieux d'organisation comme une réaction salutaire au laisser-aller de l'écriture automatique surréaliste, une volonté de ne pas écrire n'importe comment. Mais cette justification, elle pose question. Quelle place reste-t-il alors pour la découverte en cours d'écriture, pour l'imprévu qui surgit du travail même de la langue, pour la part d'inconscient ou de spontanéité dans la création ? La structure, finalement, ne risque-t-elle pas d'étouffer un peu l'élan ? Il faut aussi mentionner le fonctionnement interne de l'Oulipo avec ses rituels parfois teintés d'ésotérisme et d'humour pince sans rire. La cooptation à l'unanimité, l'impossibilité théorique des démissionnés, sauf par suicide constaté par huissier, précise le règlement, le calendrier séculaire. Tout cela, malgré une vie publique indéniable à travers les publications, les lectures, les ateliers, a pu contribuer à forger l'image d'un cénacle, d'un club un peu fermé d'initiés partageant les mêmes codes. Et ça contraste singulièrement avec l'ambition démocratique affichée par ailleurs. Enfin, un dernier point qui concerne la réception de ces œuvres. L'efficacité même de la contrainte, sa perception par le lecteur, c'est crucial. Parfois, le caractère spectaculaire de l'exploit technique, comme dans le cas des 100 000 milliards de poèmes, peut exercer une telle fascination qu'il éclipse l'œuvre elle-même. L'ingéniosité du dispositif, ces languettes de papier qui permettent de combiner les vers, est admirable, c'est sûr. Mais combien de personnes ont réellement lu, au sens de faire l'expérience esthétique, ne serait-ce qu'un seul des poèmes potentiels que le livre contient ? L'attention ne se porte-t-elle pas davantage sur le mécanisme que sur le résultat poétique ? L'ingéniosité formelle risque ici de primer sur l'expérience littéraire effective, la réduisant peut-être à une simple curiosité ? Oui, vous soulevez le risque d'enfermement par la contrainte, mais je persiste à y voir avant tout un outil de libération. Justement, la contrainte telle que la conçoivent et la pratiquent les Oulipiens, elle n'est pas subie, elle est choisie, parfois même inventée. Son but premier est souvent de se débarrasser des automatismes de pensée et d'écriture, des clichés qui encombrent la langue, de l'inspiration dite facile qui n'est souvent que la redite de formes éculées.
Elle peut même être un remède à l'angoisse de la page blanche en fournissant un point de départ, une structure. Queneau d'ailleurs, il faisait le parallèle avec les règles classiques, le sonnet avec ses 14 vers et son schéma de rime, la tragédie classique avec ses unités de temps, de lieu et d'action, n'étaient-ce pas là aussi des contraintes formelles extrêmement fortes? Et pourtant, personne ne dirait que Racine ou Shakespeare manquaient de liberté créatrice. L'image du rat construisant son propre labyrinthe que vous avez rappelé est ici essentielle. Elle souligne la maîtrise de l'auteur. Il ne subit pas le labyrinthe, non, il le conçoit pour le plaisir d'en explorer les chemins et d'en trouver la sortie. C'est un acte de souveraineté en fait. N'est-ce pas ce que Pérec entendait par cette pompe à imagination? Un mécanisme auto-imposé pour se forcer à aller au-delà des premières idées, pour explorer des territoires linguistiques et narratifs inattendus. La comparaison avec les formes classiques est intéressante, oui. Mais est-elle entièrement pertinente? Ces formes, comme le sonnet ou la tragédie, elles s'inscrivaient dans une longue tradition culturelle. Elles étaient comprises et partagées par les auteurs et leur public. Elles avaient une forme de nécessité historique, esthétique. Les contraintes oulipiennes, en revanche, sont souvent créées ex nihilo, pour une œuvre spécifique. Prenez la méthode S+7 de Jean Lescure, qui consiste à remplacer chaque substantif d'un texte par le 7e qui le suit dans un dictionnaire donné. Ou le lipogramme volontaire de Pérec. Ces contraintes n'ont-elles pas un caractère plus artificiel, plus arbitraire, moins organiquement lié peut-être à une nécessité expressive profonde? Vous parlez du rat qui construit son labyrinthe, c'est une belle image de maîtrise, d'accord? Mais le risque n'est-il pas que le labyrinthe devienne une fin en soi? Que l'admiration se porte sur la complexité de la construction plutôt que sur le sens du parcours effectué à l'intérieur? Vous avez évoqué la justification de Queneau, réagir contre le n'importe quoi post-surréaliste. C'est compréhensible. Mais s'agissait-il alors d'une liberté trouvée grâce à la contrainte, ou plutôt d'une discipline nécessaire, d'un garde-fou contre un chaos personnellement redouté? La nature de cette liberté oulipienne, je crois, mérite vraiment d'être interrogée plus finement. Est-ce une expansion ou une canalisation, voire une restriction? Je comprends votre interrogation sur la nature de cette liberté, mais abordons maintenant la question du statut de l'auteur, que vous jugez problématique. Alors certes, l'Oulipo, en mettant l'accent sur les structures, les règles, la combinatoire, interroge la figure traditionnelle de l'auteur démiurge. Les réflexions de Calvino ou les aveux de Roubaud en témoignent, vous avez raison. Mais interroger, explorer, ce n'est pas nécessairement nier ou dissoudre. Les réussites littéraires que nous avons mentionnées, la disparition, la vie mode d'emploi, Zazie dans le métro, les exercices de style, portent indéniablement la marque de leurs auteurs. La contrainte n'a pas effacé le style, la voix, l'univers de Pérec ou de Queneau. Au contraire, elle leur a peut-être permis de s'exprimer de manière encore plus singulière. Rappelons cette phrase de Hans Sartier: la recette ne garantit évidemment pas la réussite. Le choix même de la contrainte, la manière de l'appliquer, de jouer avec elle, de la dépasser parfois, tout cela relève d'un acte créateur éminemment personnel. C'est une signature. Quant à l'idée d'une poésie faite par tous, incarnée par les 100 000 milliards de poèmes, je ne la vois pas comme une abdication de l'auteur. Queneau fournit la matière première, les vers potentiels. Il offre au lecteur la possibilité de devenir co-créateur, assembleur. N'est-ce pas là une démarche généreuse, une tentative de partager l'expérience de l'écriture, de la démystifier? Plutôt qu'une dilution, moi j'y vois une ouverture, une invitation au jeu et à la création partagée. Oui, vous parlez d'ouverture et de partage, mais cette démocratisation de l'écriture, si séduisante soit-elle sur le papier, ne mène-t-elle pas justement à cette dilution de la fonction auteur que Calvino semblait appeler de ses voeux? Reprenons l'exemple fascinant des 100 000 milliards de poèmes. Queneau fournit les vers, dites-vous, d'accord, mais qui est véritablement l'auteur du poème unique, éphémère, que chaque lecteur compose en manipulant les languettes? Est-ce encore Queneau? Est-ce le lecteur? Est-ce une sorte de collaboration posthume et aléatoire? La notion même d'auteur unique, garant de l'intégrité et du sens de son œuvre, devient ici extrêmement fuyante, non? Cette potentialité infinie, cette œuvre qui n'existe que virtuellement jusqu'à ce qu'un lecteur l'actualise, n'est-ce pas précisément ce qui la rend insaisissable, difficile à analyser, à commenter selon les critères traditionnels? Et peut-on vraiment parler de démocratie quand l'accès à la compréhension des mécanismes sous-jacents, voire à l'appréciation de la performance, semble souvent réservé à un public averti, capable de décrypter le cahier des charges? L'ambition démocratique ne se heurte-t-elle pas ici au caractère parfois très technique, voire élitiste dans les faits de la démarche? La recette est peut-être partagée, mais sa mise en œuvre réussie, elle, reste l'apanage de quelques-uns. Permettez-moi de réagir sur ce point.
L'élitisme supposé de l'Oulipo, c'est une critique récurrente, c'est vrai, mais qui me semble négliger la portée réelle de son influence. Oui, certaines œuvres sont complexes, mais beaucoup d'autres sont parfaitement accessibles et ont connu un large succès populaire. Zazie dans le métro fut un best-seller, un phénomène culturel, bien avant que le grand public ne s'intéresse aux structures sous-jacentes, s'il y en avait, de si contraignantes d'ailleurs. Les exercices de style sont étudiés dans les écoles, justement pour leur capacité à rendre sensible la puissance créatrice du langage de manière ludique. Et même une œuvre aussi complexe que la vie mode d'emploi a été saluée comme un chef-d'œuvre et largement lue parce que la structure, aussi sophistiquée soit-elle, est au service d'une ambition romanesque immense. Saisir la totalité d'un immeuble parisien, la vie de ses habitants, la mémoire des objets. La contrainte n'est pas un obstacle à l'émotion ou à la profondeur. Elle peut en être le vecteur. Pérec, dans La Disparition, parvient à créer une atmosphère d'angoisse et de mélancolie poignante, précisément à cause de l'absence obsédante du « e ». La forme produit du sens, un sens qui peut être profondément humain et touchant. Quant à l'influence, elle est indéniable. Les OXPO qui appliquent la méthode à d'autres domaines, peinture, musique, BD, les innombrables ateliers d'écriture qui s'inspirent des Jeux olympiens, tout cela montre bien que la démarche est saine, qu'elle stimule la créativité bien au-delà du cercle initial. Ce n'est pas qu'un jeu pour initier, c'est une exploration fondamentale des possibles de la création. Je n'y nie pas l'influence ni le succès de certaines œuvres, bien sûr. Ma question porte plutôt sur la source de ce succès et sur la nature de l'expérience proposée. Est-ce vraiment la contrainte cachée qui fait le succès de Zazie, ou bien l'énergie verbale, l'humour, l'invention langagière de Queneau, son fameux néo-français, cette tentative audacieuse, bien que jugée plus tard par lui-même comme un échec linguistique, de rapprocher l'écrit de l'oral? La contrainte, dans ce cas, n'est-elle pas un élément parmi d'autres, peut-être même secondaire pour la réception de l'œuvre? Et concernant les œuvres où la contrainte est centrale et visible, comme La Disparition ou La vie mode d'emploi, l'admiration pour la prouesse technique ne risque-t-elle pas de prendre le pas sur l'immersion de l'œuvre elle-même? On admire l'ingéniosité de Pérec à contourner l'obstacle du E, on est fasciné par la complexité de l'échafaudage de La vie mode d'emploi, mais est-ce que cela favorise une lecture fluide, une connexion émotionnelle, profonde? Ou bien cela nous maintient-il à une certaine distance dans une posture d'analyse intellectuelle? La visée scientifique revendiquée par Queneau, les réductions déployées dans la recherche des plagiaires par anticipation, tout cela est intellectuellement stimulant, d'accord, mais ne contribue-t-il pas à faire de l'Oulipo une sorte de laboratoire littéraire, passionnant pour les chercheurs et les autres écrivains, mais potentiellement un peu froid ou intimidant pour le lecteur ordinaire, en quête d'histoire, d'émotion, de sens existentiel? La technique, aussi brillante soit-elle, peut-elle vraiment remplacer ou même toujours servir efficacement l'art au sens large du terme? Donc, pour conclure mon propos, si l'ingéniosité formelle, l'intelligence ludique et la vitalité intellectuelle de l'Oulipo sont indéniables et ont produit des œuvres fascinantes, c'est sûr, des questions substantielles persistent. Elles concernent d'abord la nature de la liberté créatrice sous contrainte. Est-ce une véritable libération ou une forme sophistiquée d'autolimitation, où le jeu formel risque parfois de l'emporter sur l'expression? Elles touchent ensuite à la place laissée à la subjectivité profonde de l'auteur, à l'émotion, face à la primauté de la règle et du procédé. Et enfin, elles interrogent l'évolution du statut de l'auteur lui-même, rendu problématique par cette approche qui valorise la structure sur l'individu. L'Oulipo, à mes yeux, navigue constamment sur une ligne de crête, entre la création littéraire authentique et le jeu savant, avec le risque permanent que le second n'occulte ou n'appauvrisse la première. De mon côté, je retire avant tout que l'Oulipo, à travers son exploration à la fois rigoureuse et joyeuse des contraintes, a ouvert des voies extraordinairement fécondes pour la littérature et même au-delà. Il a démontré avec éclat que la forme n'est pas un simple contenant ou un ornement, mais qu'elle est intrinsèquement liée au sens, qu'elle le génère, le module, l'enrichit. Il a permis à des écrivains majeurs de renouveler leurs pratiques, de stimuler leur imagination et de produire des œuvres uniques et marquantes. Il a aussi, d'une certaine manière, contribué à démystifier l'acte d'écrire en partageant ses outils, ses méthodes, invitant à une forme de création plus consciente et peut-être plus partagée. Cette aventure intellectuelle et artistique qui mêle humour et sérieux, jeu et rigueur mathématique, constitue, je pense, un apport majeur à la culture du XXe siècle et son héritage continue de prouver sa pertinence et sa vitalité. Bon, il est clair que nos perspectives divergent sur l'équilibre entre les bénéfices créatifs et les limitations potentielles de la prose oulipienne, ainsi que sur son impact sur la figure de l'auteur. Nous pourrions peut-être cependant nous accorder sur l'originalité radicale de la démarche de l'Oulipo et sur l'influence durable qu'elle a exercée
bien au-delà du cercle de ses membres fondateurs. Effectivement, oui, l'originalité et l'influence sont difficiles à contester. Cet examen croisé de nos arguments en s'appuyant sur les écrits et les œuvres eux-mêmes aura permis, je l'espère, de mieux cerner les enjeux complexes et souvent paradoxaux de la création sous contrainte. L'héritage oulipien est riche de ces tensions entre liberté et règles, secret et transparence, jeu et sérieux, individu et structure. Les matériaux que nous avons explorés offrent assurément matière à poursuivre la réflexion sur ces fascinantes complexités et sur ce que signifie créer en littérature finalement. Nous espérons que cette discussion vous a offert des clés pour approfondir votre propre lecture de l'Oulipo et de ses œuvres.